Bonjour à tous, je m'appelle Véronique Sartou, je suis agronome. J'ai monté un bureau d'études qui est spécialisé dans les relations agriculture-environnement et notamment sur tout ce qui est biodiversité utile et plutôt sur la biodiversité aérienne dont je vais vous parler maintenant. Donc on va parler... ça s'intitule Vers de terre et auxiliaires aériens, nos alliés pour la production. Je ne vais pas trop parler des vers de terre, hein, puisqu'il en a été pas mal parlé juste avant. Donc je vais plutôt vous parler de tout ce qui est auxiliaire aérien. Et je vais commencer par parler de la biodiversité, dire en quoi est-ce qu'elle est importante, cette biodiversité. Alors il faut savoir qu'au niveau mondial, on a 300 000 espèces non domestiques qui sont impliquées dans la production agricole, donc par des services qu'elles vont rendre à la production agricole. Et si on regarde la biodiversité en général, on a grosso modo dans nos régions tempérées 75% de la biodiversité dans le milieu agricole. Alors, quand on parle de biodiversité utile, alors les mots savants c'est biodiversité fonctionnelle ressource. En fait, ça comprend quoi? Ça comprend deux composantes, la faune et la flore du sol, dont on a parlé tout à l'heure, et puis donc avec les vers de terre, les champignons, les bactéries, tous les micro-arthropodes, etc. Et les auxiliaires aériens. Et pour les auxiliaires aériens, on va les diviser en deux. On va parler d'auxiliaires de production, notamment tout ce qui est pollinisation, donc les pollinisateurs, qu'ils soient sauvages ou domestiques, et des auxiliaires de protection des cultures, donc qu'on va définir comme prédateurs, parasitoïdes ou parasites. Bon, alors la vie du sol, vite fait, je rappelle, hein, les vers de terre, vous avez déjà vu ces illustrations. Les champignons mycorhiziens, donc qui sont vraiment des organismes très importants pour la protection pour la production agricole, mais aussi pour la bonne santé des plantes et donc pour que les plantes soient le moins attaquées possible par des organismes qui peuvent leur causer des problèmes. Maintenant, si on regarde quels sont les principaux auxiliaires aériens, alors on va commencer par la pollinisation et voir un petit peu quelle est l'importance de la pollinisation en agriculture. Donc il faut savoir qu'en Europe, 84% des plantes cultivées ont besoin des insectes pour faire la pollinisation. C'est au niveau mondial, 70% des plantes cultivées, 35% de la richesse, de la valeur de la production agricole, et 88% des plantes sauvages ont besoin de pollinisateurs. Ces pollinisateurs, ce sont principalement des insectes. Au niveau mondial, on a aussi des mammifères, on a aussi des oiseaux qui font la pollinisation. En zone tempérée, ce sont essentiellement des insectes. 68% des principales cultures ont un rendement amélioré par la qualité de la pollinisation. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ce service de pollinisation, il représente au niveau mondial, en Europe, 14,6 milliards d'euros par an. Et au niveau mondial, ça représente environ 153 milliards d'euros par an. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important. Donc c'est, si vous voulez, une estimation par des scientifiques de l'argent qu'il faudrait dépenser pour compenser le service rendu par les insectes. L'agriculture est fortement dépendante donc, de la pollinisation entomophile et on voit que malgré les progrès de l'intensification, de la sélection, on a remarqué qu'en France, de 89 à 2010, l'intensification ne permet plus d'augmenter les rendements et on a une baisse de la stabilité des rendements des cultures en lien avec des problèmes de pollinisation. Donc même si on fait tout ce qu'il faut pour rendre les plantes les plus performantes possibles, si on n'a pas une bonne pollinisation, eh bien à ce moment-là, la pollinisation, enfin la production, elle est moins bonne. Quels sont les principaux pollinisateurs? Ce sont en Europe des hyménoptères. Donc les hyménoptères, ce sont les insectes de la famille des abeilles, des guêpes, des bourdons. Plutôt des pollinisateurs sauvages. Donc ici on a un bourdon, ici aussi une abeille sauvage, mais aussi des pollinisateurs domestiques comme l'abeille domestique.
sachant qu'on a des bourdons qui sont élevés, mais qu'on ne considère pas quand même comme des hyménoptères domestiques. Ça, ce sont les plus connus. Ceux sur lesquels ceux dont on se préoccupe le plus. Vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. C'est quelque chose qu'on voit bien parce qu'on agit sur un cheptel élevé, mais il faut savoir que le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, il a aussi des répercussions sur tout ce qui est insectes sauvages. Donc les insectes sauvages diminuent eux aussi en fonction des types de paysages, en fonction des types de production agricole, en fonction de la pollution. Tout ça, ça va avoir un impact sur toutes les populations d'insectes. Deuxième grand groupe de pollinisateurs, ce sont des diptères. Donc diptère, ça veut dire deux ailes, hein, donc c'est tout ce qui est famille des mouches, moustiques, thans, etc. Deux grands groupes de diptères qui sont pollinisateurs, les cirphes, qui sont des diptères un peu particuliers parce qu'ils sont mimétiques de bourdons, mimétiques d'abeilles, mimétiques de guêpes. Donc ceux-là, ils sont pollinisateurs à l'état adulte, et pour pas tout à fait la moitié d'entre eux, ils peuvent être auxiliaires des cultures pour la protection des cultures. Et puis un autre groupe aussi important, les taquinaires, qui sont aussi des mouches qui sont colorées en rouge et jaune, rouge et noir, pardon, jaune et noir la plupart du temps, et qui sont aussi d'excellents pollinisateurs. Alors, il faut savoir qu'en fonction de l'appareil buccal de l'insecte, eh bien, la fleur visitée ne sera pas la même. Donc, on va dire, pour faire quelque chose d'assez grossier, les diptères vont polliniser plutôt les fleurs qui seront relativement plates. Les hyménoptères vont polliniser des fleurs qui seront un peu creuses, et les fleurs qui seront très profondes, par exemple, ça va être lépidoptères, des papillons qui vont les polliniser. Alors c'est vraiment pour faire du grossier, parce qu'évidemment il y a des exceptions partout. Dans le monde des insectes, de toute façon, vous avez toujours des exceptions partout. Deuxième chose, l'importance des ennemis naturels, donc des auxiliaires de protection des cultures. Au niveau mondial, les ennemis naturels tuent davantage de ravageurs que ne le font les insecticides. Alors, si on prend parcelle par parcelle, production par production, ce n'est pas toujours vrai, mais il faut savoir qu'au niveau mondial, on sait que les ennemis naturels tuent davantage de ravageurs que les insecticides. Lorsque on fait de l'exclusion au champ, c'est-à-dire que dans une parcelle agricole qui a, mettons, des pucerons, on protège les colonies de pucerons pour empêcher les ennemis naturels de venir les manger, eh bien on se rend compte que les populations vont augmenter de 55 voire 600%. Donc c'est pour vous donner une idée de l'efficacité que peuvent avoir les auxiliaires des cultures. Le service rendu, il est estimé à 13,6 milliards de dollars aux USA, et 100 milliards de dollars par an au niveau mondial. Alors il y a d'autres études qui augmentent ces chiffres. On voit jusqu'à 700 milliards de dollars par an au niveau mondial, le service rendu par les auxiliaires pour la protection des cultures. Et donc on a une forte dépendance de l'agriculture aux insecticides. Alors voilà quelques auxiliaires des cultures. Donc ici vous avez peut-être le plus connu, la coccinelle. La coccinelle à 7 points ici, donc rouge avec 7 points noirs, sa larve. Les coccinelles, certaines, beaucoup, mangent des pucerons, mais vous avez des coccinelles qui mangent des champignons, vous avez des coccinelles qui vont manger des acariens, vous en avez d'autres qui vont manger des cochenilles, et quelques coccinelles qui vont manger des plantes, mais c'est vraiment un tout petit nombre. La plupart sont donc des auxiliaires des cultures. Alors, celles qui rendent le plus service, ce sont celles qui mangent les pucerons. Ensuite, on a un deuxième groupe, les cirphes. Les cirphes, donc je vous en ai parlé tout à l'heure comme pollinisateurs, mais ce sont aussi pour, pas tout à fait la moitié d'entre eux, des insectes dont les larves vont manger d'autres organismes, d'autres animaux, et principalement des pucerons. Et alors, ici, vous voyez la larve de cette espèce de cirphe. Et
ce sont des auxiliaires qui sont extrêmement efficaces. Si par exemple la larve de coccinelle ou la coccinelle au cours de sa vie mange 600, 700 pucerons, la coccinelle à 7 points fait une génération par an. Cette espèce de cirfe, sa larve va manger 600, 700 pucerons, l'adulte va manger du pollen, du nectar, mais on peut avoir jusqu'à 7 générations par an chez nous dans le sud-ouest. Donc, en termes de protection, en termes de biocontrôle, on aura beaucoup plus d'efficacité sur ce groupe-là que sur les coccinelles. Deuxième groupe très efficace, les chrysopes. Alors là, il y a 4 générations par an. Les larves de chrysopes vont manger des œufs de papillons, des petites chenilles, des acariens, des pucerons. Et donc là encore, on est sur des niveaux de prédation qui tournent autour de 600-700 pucerons par individu. Et les adultes consomment aussi du pollen et du nectar. Il y a quelque chose dont il faut bien se rendre compte, c'est que la plupart des prédateurs, des insectes prédateurs, consomment à l'état adulte, au moins partiellement, du pollen et du nectar. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut avoir des auxiliaires dans l'environnement, des auxiliaires prédateurs dans l'environnement des parcelles agricoles, il faut avoir dans la parcelle ou à côté de la parcelle de quoi nourrir les adultes. Et si on veut avoir de quoi nourrir les adultes, ça veut dire qu'il va falloir avoir des fleurs. Et ça, on va y revenir plusieurs fois, c'est que les auxiliaires aériens, beaucoup ont besoin de fleurs dans l'environnement pour pouvoir survivre. Donc si on a des bords de champs qui sont fauchés trop souvent, où il n'y a jamais une fleur qui arrive, si on a des parcelles où il n'y a pas une herbe qui traîne et où on n'a pas une petite fleur qui traîne au milieu du champ, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas favorable à la présence des auxiliaires dans les parcelles agricoles. Autre groupe de prédateurs, les carabes. Alors les carabes sont des coléoptères, comme les coccinelles, mais ce sont des coléoptères qui sont plutôt au niveau du sol. Ils peuvent voler, mais la plupart d'entre eux volent très peu. Et donc, surtout les grosses espèces de carabes vont être des prédateurs de ravageurs qu'on va trouver au niveau du sol, donc des limaces, des larves de tipules, des larves de mouches, etc., qu'on va trouver au niveau du sol. Les petites espèces de carabes peuvent manger éventuellement un petit peu de pucerons sur la végétation, mais ils ne sont pas capables de juguler des pullulations. Ils vont juste être là pour contrôler les débuts d'attaque. Alors par contre, les carabes peuvent être très intéressants à l'automne sur les céréales d'hiver. Quand on a les premières infestations de pucerons à l'automne, eh bien, quand on a des carabes, ils vont monter sur les petites plantules et ils vont aller manger les pucerons. Et ils font partie de ceux qui vont contrôler, par exemple, les pucerons vecteurs de jaunisse. Les cécidomies. Alors, souvent, quand on pense cécidomie, quand on est agriculteur, surtout en grande culture, on pense cécidomie du blé, et là, on se dit « Ah, c'est un ravageur ». Eh bien, dans les familles d'insectes, vous avez des groupes dans lesquels vous avez à la fois des ravageurs, à la fois des auxiliaires, et c'est le cas des cécidomies. Vous avez ici une petite larve de cécidomie qui est en train de vider un puceron de son contenu, et donc ce sont des auxiliaires. Ce ne sont pas les mêmes insectes, ce ne sont pas les mêmes espèces, mais voilà, vous avez des cécidomies auxiliaires. Je vous ai parlé de quelques insectes. Maintenant, il faut savoir que la plupart du temps, quand on pense auxiliaire de culture, on s'arrête aux insectes. Alors, on oublie les araignées, les acariens. Les araignées sont des prédateurs très efficaces, que ce soit les araignées qui font des toiles, comme ici, cette argiope, ou que ce soit des araignées qui courent au niveau du sol, donc qui vont courir après des proies qui se déplacent au niveau du sol, ou alors encore les araignées qui chassent à l'affût dans les fleurs, par exemple, tout ce qui est thomise. Et puis on a tous les acariens, prédateurs d'acariens, qui sont aussi très importants. Alors, comme celui qu'on a vu dans le diaporama précédent, un gros trombididé, mais aussi tout un tas de petits acariens qui vont manger les acariens ravageurs. Et puis, on a tout un tas d'autres prédateurs auxquels on ne pense pas forcément, qui sont des oiseaux,
des mammifères, des limaces. Il y a des limaces prédatrices de limaces. Donc toutes les limaces ne jouent pas le même rôle dans l'environnement. Vous avez des limaces qui sont en gros spécialisées sur la végétation verte, bien qu'elles soient capables de manger autre chose. Prenez par exemple les grosses limaces oranges que vous avez dans le jardin. Vous en avez deux l'une à côté de l'autre, près des salades là. Vous en écrasez une, vous allez voir que la première, elle va aller manger celle qui s'est faite écraser. Hein. Donc elles sont capables de se manger entre elles quand même si elles sont plutôt spécialisées sur la végétation verte. Et puis vous avez des limaces qui sont spécialisées sur la dégradation de la végétation morte. Donc ils font une première dégradation de la matière organique. Et vous avez des limaces comme celle-ci, qui sont des limaces qui sont spécialisées dans la prédation des autres limaces. Donc celle-ci, c'est une limace qui va manger des œufs, qui va manger des petites larves de limaces. C'est une limace qui vit dans le sol, donc on voit très rarement au-dessus du sol. On la voit généralement quand on a gratouillé un petit peu le sol. Elle ne supporte pas le labour, évidemment, elle ne supporte pas d'être enfouie à 10 ou 15 cm, hein, voire au-delà. On va la trouver dans les parcelles cultivées seulement si on est en TCS et encore mieux en semi-direct. Il y a d'autres limaces prédatrices qu'on peut trouver dans des systèmes où on a un travail du sol un peu plus important, mais en général, on le trouve plutôt sur les bordures. Pour revenir sur les autres prédateurs, les oiseaux, vous avez tout ce qui est rapaces, qui sont des prédateurs de micro-mammifères. Ces rapaces, pour les favoriser, ils peuvent être très efficaces. Il y a une étude qui vient de ressortir sur des chouettes et qui montre que la présence de chouettes dans un environnement agricole, ça peut faire diminuer les populations de micro-mammifères de 63%. Donc c'est quand même assez efficace. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Pour les rapaces diurnes, il leur faut des perchoirs pour qu'ils puissent surveiller l'environnement. Et pour les rapaces nocturnes, eh bien, il leur faut des nichoirs. Pourquoi? Parce que on a fait disparaître beaucoup d'arbres creux, des haies. On a fermé les clochers, on a fermé les granges. Et du coup, les chouettes n'ont plus trop d'endroits où nicher. Donc, pour remédier à ce problème-là, il faut leur fournir des nichoirs. Alors, des nichoirs qu'on va adosser à une grange, des nichoirs qu'on va adosser à un arbre, etc. Parmi les oiseaux, on a aussi tout ce qui est insectivore. Alors, les insectivores, ils ont fortement diminué avec l'utilisation des insecticides. Forcément, si on limite la nourriture, il y a moins d'insectes. Il y a moins d'insectes, donc il y a moins d'oiseaux. Et les insectivores en agriculture peuvent être extrêmement efficaces pour réguler tout un tas de problèmes, et notamment tout ce qui est problème lié aux chenilles, parce que quand vous avez un couple de mésanges charbonnières qui élèvent ses petits, ils vont consommer, pour eux et leurs petits, ils vont consommer par couvée, grosso modo, 18 000 insectes. Et ces 18 000 insectes, ça va être principalement des petites chenilles, voire après autre chose, des orthoptères, enfin des criquets, des sauterelles, etc. Mais ils vont consommer quand même beaucoup de chenilles. Les mésanges sont en plus particulièrement intéressantes pour tout ce qui est arboriculture, viticulture, parce qu'ils vont en hiver se promener sur les arbres, se promener sur les ceps et manger tous les insectes, tous les arthropodes qui se sont planqués là pour passer l'hiver. Donc ça veut dire qu'ils vont faire du nettoyage hivernal et que si vous leur mettez des nichoirs, ils sont présents s'ils trouvent les nichoirs. Alors vous trouvez sur internet des plans pour les nichoirs. Les nichoirs à mésanges sont très spécifiques quant à la taille du trou. Il faut que le trou soit tout petit pour que les mésanges puissent nicher. Mais ça veut dire qu'en hiver, il faut fournir le gîte aux mésanges, mais ne leur fournissez pas le couvert. Ne leur donnez pas de boules de graisse avec des graines, parce que d'abord, ce sont des insectivores, donc il vaut mieux qu'ils mangent des insectes plutôt que des graines. Et qu'ensuite, si vous voulez qu'ils fassent le ménage, si vous leur donnez trop à manger, ils sont comme tout le monde. S'il y a la nourriture gratuite sans faire d'effort,
c'est plus facile. Hein. Donc voilà, fournissez-leur le gîte, mais pas le couvert. Bon, s'il fait -10, vous avez le droit de les nourrir quand même. Il ne faut pas les laisser mourir. Mais si vous voulez qu'ils travaillent, ben voilà. Un autre groupe très important, les chauves-souris. Les chauves-souris sont très importantes, notamment en été, et elles sont le pendant estival des mésanges. En été, au printemps, en été, quand vous avez des attaques de ravageurs de type chenille, ça veut dire que vous avez des papillons qui ont pondu. Ces papillons sont souvent des papillons nocturnes. Et qui va manger les papillons nocturnes? Les chauves-souris. Donc là encore, favoriser la présence des chauves-souris dans l'environnement, c'est quelque chose qui est très important. Et comment est-ce qu'on favorise les chauves-souris dans l'environnement? Ben déjà, il faut que ce soit un environnement qui soit structuré par des éléments fixes. Les chauves-souris se déplacent par écholocation. Elles envoient des ultrasons et elles récupèrent la réverbération, et c'est comme ça qu'elles se dirigent. Alors, en fonction des espèces, elles vont se déplacer plus ou moins loin d'un endroit avec lequel elles peuvent communiquer, entre guillemets, par les trains d'ondes. Alors, certains disent autour de 30 mètres. Donc, si vous avez une haie, il y a des chauves-souris qui vont pouvoir aller prospecter les parcelles qui sont dans les 30 ou 50 mètres autour de la haie. Mais ensuite, elles ne vont pas trop s'éloigner parce qu'après, elles sont incapables de se déplacer. Donc, si vous n'avez pas des arbres dans le paysage, voire des murets, eh bien, les chauves-souris ne vont pas pouvoir se déplacer. Donc, quand vous êtes dans une zone d'open field, quand il n'y a que des champs et pas un arbre, il n'y a pas de chauves-souris. Sauf autour des villages, sauf autour des bosquets, mais sinon, elles ne sont pas présentes. Alors, pour les forcer, entre guillemets, à aller un petit peu dans les parcelles, on peut leur mettre des nichoirs qui serviront en été pour abriter des colonies qui vont nicher autour des parcelles. Là encore, les nichoirs, c'est assez facile à faire. On trouve des plans sur Internet. Et en fonction de l'espèce qu'on veut attirer, eh bien, on va faire des nichoirs qui seront plus ou moins, avec des ouvertures plus ou moins importantes. Deuxième grande catégorie d'auxiliaires des cultures, ce sont des microguêpes parasitoïdes. Alors, chez les insectes, on fait la différence entre parasites et parasitoïdes. Les parasites, ce sont des insectes qui ne vont pas tuer leur hôte. Donc, pensez à la puce. Une puce, elle ne tue pas le chien sur lequel elle est. Hein, elle se contente de lui ponctionner du sang, mais voilà, elle ne va pas le tuer. Par contre, les insectes parasitoïdes, eux, vont tuer leur hôte. Les principaux parasitoïdes sont des micro-hyménoptères, des micro-guêpes qui vont pondre à l'intérieur de l'hôte et dont la larve va se développer à l'intérieur de l'hôte. Les adultes, eux, se nourrissant, pour la grande majorité d'entre eux, de pollen et de nectar. Donc, vous voyez ici une petite guêpe. Elle a retroussé son abdomen, elle est allée pondre dans le puceron. Elle a déposé un œuf dans le puceron et le puceron, la larve, s'est développée à l'intérieur. Donc, vous voyez ici la radio du puceron. Vous voyez qu'il y a la larve de la microguêpe. Et donc, forcément, le puceron, il n'est plus en état de faire grand-chose une fois qu'il a une larve de microguêpe à l'intérieur. Donc, quand vous regardez une colonie de pucerons et que vous voyez ce qu'on appelle des momies, ces momies, ça veut dire que le puceron, il a été parasité par une microguêpe et que, évidemment, là, il est plus vivant. Hein, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous regardez une colonie de pucerons, quand vous commencez à voir apparaître des momies de pucerons, vous pouvez vous dire que la colonie, elle est en très mauvais état. Pourquoi? Parce que une femelle, quand elle commence à pondre dans un puceron, elle pond dans 10-15 pucerons à la suite. Donc même si tous les pucerons ne sont pas momifiés, la grande majorité d'entre eux vont être parasités et les momies vont apparaître petit à petit. Alors, quelque chose d'assez qui est assez démonstratif, c'est quand il y a des pucerons sur les colzas. Quand vous avez un manchon de pucerons cendrés sur du colza,
quand vous commencez à voir apparaître des momies, regardez bien, conservez votre manchon, mettez une marque sur votre manchon et vous allez voir petit à petit l'essentiel de la colonie qui va se transformer en momie et vous aurez ensuite plein de momies. Alors une fois que la larve a fini son développement, elle se transforme en adulte et là, elle va sortir. Et là, vous allez voir, ici, vous voyez, elle a découpé une petite trappe, la guêpe, là, et elle est en train de sortir du puceron. Alors il y en a d'autres qui vont découper la totalité du rond, il y en a d'autres qui vont arracher la moitié de l'abdomen du puceron pour pouvoir sortir. Mais grosso modo, si vous ne voyez pas de trou, il y a toujours la micro-guêpe à l'intérieur. Si vous voyez un trou, c'est qu'il est sorti. Alors, il faut savoir que quand on fait un traitement insecticide, que ce soit un traitement bio ou conventionnel, qu'on tue des pucerons et qu'on a des momies, on va tuer les micro-guêpes qui sont à l'intérieur des momies. Hein. Donc voilà, le problème il est là, c'est que si on fait un traitement un peu sans se préoccuper de ce qu'il y a dans les colonies, eh bien on va tuer aussi les auxiliaires qui seront présents. Alors ces micro-guêpes, on en trouve partout, dans à peu près tous les ravageurs. Bon, évidemment, il y a aussi des micro-guêpes qui sont parasitoïdes d'auxiliaires. Ici, vous avez des micro-guêpes qui sont spécialisés dans les œufs de pyrale. Ici, c'est pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous utilisez les trichogrammes, mais ce que vous lâchez, en fait, ce sont des œufs qui sont parasités par ces micro-guêpes. Alors, un micro-guêpe, elle fait 0,3 mm. Donc c'est vraiment, quand on dit micro-guêpe, c'est vraiment micro-guêpe. Donc elles sont très difficiles à voir. Les femelles vont pondre dans les œufs. Une ponte de pyrale qui est parasitée, elle vire au noir. Et ensuite, vous allez avoir des adultes qui vont éventuellement ressortir de ça. Alors l'inconvénient du trichogramme qu'on lâche sur maïs, c'est qu'il ne peut pas il peut pas passer l'hiver chez nous. Et donc du coup, on est obligé d'en réintroduire à chaque fois. Ici, vous avez d'autres parasitoïdes, de larves de cécidomie du blé, de larves de cécidomie du pois, du colza, etc. Ici, vous avez un parasitoïde de larves de méligette de colza. Alors là, vous voyez la femelle, là, on voit bien, elle a ce qu'on appelle un oviscape. Donc c'est ce qui lui sert à pondre une tarière, si vous voulez, pour aller perforer le bouton floral, pour aller pondre dans la larve de méligette qui est à l'intérieur du bouton floral. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Même chose sur les larves de cécidomie du blé, par exemple. La femelle, elle va pondre dans la larve de cécidomie qui est à l'intérieur de l'épillé sans pénétrer à l'intérieur de l'épillé. Elle va perforer ça à travers les glumes et glumelles et parce qu'elle a senti la présence du ravageur. Donc c'est vraiment des spécialisations vraiment qui vont très loin, c'est-à-dire que même dans le végétal, la micro-guêpe, elle est capable de voir où est son hôte. Il y a un autre groupe de parasitoïdes, ce sont les taquinaires. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure en tant que pollinisateur, mais les taquinaires sont aussi des parasitoïdes, mais ce qu'on appelle des ectoparasitoïdes. C'est-à-dire que la femelle, comme toutes les mouches, la femelle n'a pas d'organe pour piquer, pour perforer. Et donc, elle va pondre son œuf à la surface de l'hôte, on le voit ici. Et ensuite, c'est la larve qui va se brancher sur l'hôte, alors soit à l'intérieur, soit sur l'hôte directement. Et elle va, ici vous voyez, vous avez dans la chenille, vous avez 4 larves du parasitoïde qui vont ensuite se nymphoser et ça va donner à nouveau des mouches quelque temps après. Et on termine un petit peu ce catalogue d'auxiliaires en faisant les champignons. Je vérifie juste le temps. Ah zut, j'ai pas. Bon. Alors, on a un certain nombre d'organismes parasites, donc qui ne sont pas des insectes. Puisque je vous ai dit, les parasites insectes ne tuent pas leur hôte. Et donc, on a notamment des champignons. Alors, des champignons de type entomophtoral. Ces champignons-là, c'est assez particulier. C'est-à-dire que vous avez des spores qui sont émises dans l'environnement.
la spore va tomber sur l'insecte, donc ici, ou un acarien ici. Et puis, le champignon, comme un champignon parasite des plantes, la spore va germer, le champignon va pénétrer à l'intérieur du corps de l'insecte et va se développer à l'intérieur du corps de l'insecte. Dans un premier temps, le champignon magnanime ne tue pas l'insecte. Et donc, l'insecte continue à bouger, à se déplacer. En général, il arrête un peu de manger, parce qu'il n'est plus en très bon état. Mais le champignon respecte les organes vitaux. Et puis, quand il n'y a plus rien à manger à l'intérieur, que les organes vitaux, il va s'attaquer aux organes vitaux. Et avant de tuer totalement son hôte, il va lui donner l'ordre, entre guillemets, d'aller se mettre en hauteur. Donc ici, vous avez un acarien qui s'est collé sur une vitre ou une mouche qui est allée se mettre en haut d'une tige. Et là, il meurt. Et le champignon, à ce moment-là, finit de se développer, va émettre ses organes de reproduction à l'extérieur de son hôte. Et comme il s'est mis en hauteur, dès qu'il y a un moindre souffle de vent, les spores sont répandues dans l'environnement et le cycle recommence. Alors, vous avez ces champignons-là qui sont plutôt des champignons aériens et vous avez les muscardines qui sont plutôt des champignons du sol. Mais le principe est toujours le même. Une spore qui rentre en contact avec l'hôte et ensuite le champignon qui se développe aux dépens de l'hôte et ça se termine par la fructification. Vous avez aussi des nématodes qui sont des nématodes parasites, notamment parasites d'insectes. Donc ici, vous avez une chenille dans laquelle vous avez des nématodes qui se développent. Mais vous avez aussi des nématodes qui sont parasites de limaces. Et ces nématodes parasites de limaces vont rentrer par le trou de respiration de la limace, vont rentrer dans le poumon de la limace, vont s'enquister dans la limace et ensuite vont se développer et vont finir par tuer la limace, évidemment. Et on aura plein de petits nématodes ensuite qui vont sortir. Donc ces nématodes, ils sont présents si vous avez un sol qui est relativement vivant. C'est ce qu'on vous a dit juste avant. S'il n'y a pas de vie dans le sol, ces nématodes-là ne seront pas forcément présents. Les nématodes anti-limaces, ils sont commercialisés, ils sont utilisables en maraîchage notamment ou en jardinage pour lutter contre les limaces. Combien ? Bon, ok, merci. Les bactéries, il y a un certain nombre de bactéries qui sont auxiliaires des cultures qui vont tuer. Alors, certaines bactéries du sol peuvent éventuellement tuer d'autres bactéries, voire des champignons, qui sont antagonistes d'autres organismes. Mais vous avez des bactéries aussi qui sont des bactéries qui sont parasites d'insectes. Et notamment cette bactérie-là, c'est le Bacillus thuringiensis, le fameux BT. Donc c'est une bactérie du sol qui, lorsqu'elle est ingérée sous sa forme de conservation par un insecte, va, dans certains cas, va empêcher l'insecte de se nourrir. Alors, certains cas, c'est si à l'intérieur du tube digestif de l'insecte, il existe une enzyme qui permet de casser en deux le cristal protéique que forme la bactérie quand elle se met en forme de conservation. Alors, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, quand les bactéries sont soumises à un stress, elles font des formes de conservation qu'on appelle des spores. Et dans le BT, dans la spore, il y a un cristal protéique qui est formé. Quand, par exemple, vous avez une pierrite du chou qui avale un BT sous sa forme de spore de conservation, à l'intérieur du type digestif de la pierride et de beaucoup de lépidoptères, vous avez une enzyme qui va casser le cristal protéique en deux. Et là, la chenille, elle devient anorexique. Elle arrête de manger. Et quand on arrête de manger, si on arrête de manger assez longtemps, l'issue, elle est fatale. Et donc, c'est comme ça que quand on fait des pulvérisations de BT sur la végétation, on va tuer les organismes cibles. Alors, en ce qui concerne la lutte biologique directe, quand on épand du BT, on épand des souches de ce Bacillus thuringiensis qui sont très spécialisées. Et donc, il faut
une enzyme bien particulière pour casser le cristal protéique. Et donc, si on fait, par exemple, du traitement en forêt contre la tordeuse du chêne, eh bien, on ne va tuer que la tordeuse du chêne. Les autres papillons ne seront pas affectés par ce Bacillus thuringiensis. Si une abeille lèche de la végétation et avale du Bacillus thuringiensis, il ne se passera rien parce qu'elle ne possède pas le cristal protéique à l'intérieur. Donc, c'est des choses qui sont relativement intéressantes parce que c'est très spécialisé. On a aussi beaucoup de virus qui attaquent les insectes et il existe des virus, enfin très peu, mais il existe des virus qui peuvent être commercialisés pour lutter contre les ravageurs. C'est notamment ici le cas du virus de la granulose. Alors vous me direz, c'est pas un virus, non, c'est un carpocaps qui a été atteint par le virus de la granulose. Et là, qu'est-ce qui se passe? La chenille, là, elle devient très molle et elle va se liquéfier sous l'action du virus. Voilà, donc je vous ai fait un petit panel des auxiliaires qu'on peut rencontrer dans l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces auxiliaires-là, on peut les favoriser sans être obligé. Il y en a quelques-uns dont je vous ai dit il faut les introduire ou on peut les utiliser en les introduisant. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir des pratiques agricoles, des aménagements qui vont favoriser tous ces auxiliaires qui seront présents dans l'environnement et qui pourront aider à la protection des cultures ou à la pollinisation. Qu'est-ce qui se passe quand on simplifie des agroécosystèmes, des milieux agricoles? Eh bien, on se retrouve face à une situation qui peut être préoccupante pour les pollinisateurs, les ennemis naturels. Quand on passe de ce type de paysage à ce type de paysage, qu'est-ce qui se passe? On a un déclin des pollinisateurs. Qui dit déclin des pollinisateurs dit baisse de la pollinisation. Qui dit baisse de la pollinisation dit appauvrissement de la flore. Et qui dit appauvrissement de la flore dit baisse de la diversité des communautés végétales et baisse donc de la diversité des pollinisateurs et déclin de la pollinisation et on tourne en rond. Donc plus on simplifie un paysage, plus il est difficile d'avoir une pollinisation qui soit très importante. Bon, on peut rajouter des ruches, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Même chose, simplification et intensification des paysages agricoles, ça aboutit au déclin des ennemis naturels et donc à une baisse du biocontrôle naturel. Voilà. La dégradation de la biodiversité, elle est plus ou moins importante en fonction des types de paysages, mais ce qu'il faut voir, c'est que par exemple en France, à partir des années 50, on a abattu des arbres isolés, on a arraché des haies, on a agrandi les parcelles, on a nivelé les sols, on a drainé, on a comblé les mares, etc., etc. Et tout ça, ça a entraîné une baisse de la biodiversité. De même que la plantation d'espèces exotiques qui ne sont pas adaptées à la biodiversité qui est présente chez nous, comme les épicéas ou les eucalyptus. Les herbicides ont favorisé la disparition des messicoles et cette disparition a été... ces plantes ont été remplacées par des espèces envahissantes comme l'amarante, le senson du Cap, les rigérons, l'ambroisie, la berce du Caucase, etc. Et tout ça, ça joue là encore sur la diversité des espèces qui sont présentes dans l'environnement. Des plantes qui sont remplacées par d'autres ou des insectes qui s'en nourrissent. Les insecticides, ils ont provoqué une diminution des insectes et des espèces qui s'en nourrissent. C'est pour ça qu'il y a moins de perdrix, moins de cailles, moins d'hirondelles, même si, lorsqu'on travaille sur l'environnement des parcelles agricoles, on peut faire revenir les perdrix, les cailles, les hirondelles, etc. Et puis, les engrais ont provoqué une baisse de la diversité des plantes. Alors, il y a, par exemple, 50 espèces, pas de graminées, 50 espèces en tout en prairie extensive, 50 espèces de plantes, et en gestion intensive de la même prairie naturelle, on n'a plus que 10 à 20 espèces de plantes. Donc là encore, l'utilisation, l'intensification de l'agriculture a quand même joué un rôle important sur la baisse de la biodiversité. L'agriculture n'est pas entièrement responsable de la baisse de la biodiversité, il ne faut pas jeter la pierre
seulement aux agriculteurs, c'est toutes les pratiques humaines qui font qu'on a une baisse de la biodiversité. La création de parkings, la création de routes, etc., ça joue aussi sur la biodiversité. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que la régulation des ravageurs, elle était assurée au niveau mondial plus par la biodiversité que par les insecticides. Mais si on regarde les différentes composantes de la régulation des ravageurs au niveau mondial, on a quelque chose qui fait 10% de cette régulation, quelque chose qui fait 40% et quelque chose qui fait 50%. Alors à votre avis, qu'est-ce qui fait 10% de la régulation des ravageurs? Bon, comme il n'y a pas beaucoup de réponses dans la salle, je vais vous la donner. 50% les auxiliaires, 40% la génétique, 10% les insecticides. Donc ça veut dire que globalement, au niveau mondial, les insecticides ne régulent quasiment aucun problème lié aux ravageurs. Seulement 10%, c'est pas beaucoup. Mais forcément, si on prend ça production par production, c'est pas le même équilibre. Et si on prend ça parcelle par parcelle, c'est pas le même équilibre parce que ça reste des moyennes. Hein, donc voilà. Mais globalement, si vous voulez, les insecticides, c'est peut-être les produits dont on peut se passer le plus facilement, puisque si on manipule un peu la biodiversité, on peut limiter l'impact des problèmes de ravageurs. Je ne dis pas qu'on les résout tous, hein, et je ne dis pas qu'on peut tout régler avec la biodiversité, mais on peut quand même limiter l'impact des ravageurs. Donc dans les paysages diversifiés, les auxiliaires détruisent chaque année davantage de ravageurs que ne le font les insecticides, mais si on regarde ce qui s'est passé dans la structure des paysages sous ces 60 dernières années, eh bien on a arraché 45 000 km de haies par an pendant 40 ans en France. C'est en France ça, hein, seulement. Donc ça représente 1 350 000 km de haies arrachées en 40 ans. Ça représente 34 fois le tour de la Terre ou 3 fois et demi la distance Terre-Lune. Alors même si on replante des haies actuellement, on est encore loin d'avoir replanté tout ce qu'on a arraché. On a fait disparaître beaucoup de limites entre champs. Si on regarde comment les champs étaient séparés dans les années 50-60, on avait au moins une petite bande d'herbe qui séparait deux parcelles, parfois avec une petite clôture qui empêchait qu'on aille gratter un peu trop près du bord. Maintenant, si vous regardez dans la majorité des cas, qu'est-ce qui limite deux parcelles agricoles? Le changement de culture. C'est-à-dire que vous avez un espace de 20 cm entre deux plantes de cultures différentes, mais vous n'avez plus de limite physique entre deux parcelles agricoles. Alors je dis, c'est pas vrai partout, hein, heureusement. Retournement de 25% des prairies naturelles, drainage de 50% des tourbières. Donc on peut se poser la question de savoir si le fait que les auxiliaires détruisent plus de ravageurs que les insecticides est encore vrai en France. Alors bon, il faut être rassurant quand même, oui, heureusement. Mais par contre, dans certaines régions, on commence à avoir des problèmes quand même. Parce que l'augmentation de l'intensification, ça conduit à une augmentation quasi automatique du nombre de traitements insecticides. Et involontairement, quand on augmente le nombre de traitements insecticides, on favorise les ravageurs et on défavorise les auxiliaires. Alors, un petit exemple pour illustrer ça. C'est un agriculteur en Charente-Maritime qui part en vacances. La voiture est chargée, les enfants sont dans la voiture, tout le monde est prêt et il reçoit un SMS, attention, pucerons sur céréales, il faut traiter. Alors il regarde sa femme qui lui dit ah, tu choisis, c'est les pucerons ou les vacances. Mais moi, la voiture est chargée, les enfants sont dans la voiture, je pars. Bon, alors il a senti qu'il valait mieux partir, quoi, hein, que c'était pas le moment d'aller traiter les pucerons. Et quand il est revenu 8 jours après, la première chose qu'il ait faite, c'est d'aller voir les dégâts dans la parcelle. Vous m'avez bien entendu. Il est allé voir les dégâts dans la parcelle. Il n'est pas allé voir comment ça s'était passé. Non, non, il est allé constater les problèmes, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Souvent, on a cette sensation, c'est que s'il y a des ravageurs qui sont présents, si on ne fait rien, on va avoir des problèmes. Or, ça ne se passe pas toujours comme ça. Quand il est arrivé dans sa parcelle, il y avait quelques pucerons, mais 3 fois rien, quoi. Donc,
Bon, il s'est dit, quand même, je vais aller voir chez le voisin. Chez le voisin, il n'y avait pas de puceron. Donc il va voir le voisin et lui dit, t'es venu traiter chez moi? Le voisin lui a dit, non mais attends, tu crois que j'avais que ça à faire? J'ai fait les miens et puis c'est tout. Donc là, il ne comprenait pas. Il va voir son conseiller agricole qui lui dit, bah, on va faire un tour. Ils vont faire un tour dans les parcelles. Qu'est-ce qu'ils voient? Oui, 3-4 pucerons, mais ils voient aussi des larves de coccinelle, des larves de cirfe, etc. 3 semaines plus tard, re-SMS, attention, les insecticides sont en fin d'efficacité, il faut réintervenir. Là, il s'est dit, bon, je vais peut-être aller voir quand même. Donc il va voir chez lui. Bon, il y avait toujours quelques pucerons, mais sans plus. Et il va voir chez le voisin. Et là, chez le voisin, il y avait une grosse infestation. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez lui, il n'y a pas eu de ménage de fait. Donc, il y a toujours eu des auxiliaires présents dans sa parcelle. Chez le voisin, il avait fait grand nettoyage. Mais il avait nettoyé les pucerons, mais il avait nettoyé aussi les auxiliaires. Et les ravageurs ont souvent des capacités de reproduction beaucoup, beaucoup plus importantes que les auxiliaires. Et les auxiliaires, pour être là, il faut que les ravageurs soient là d'abord. Donc ils vont arriver ensuite. Le fait d'avoir laissé quelques pucerons dans la parcelle et le fait d'avoir des auxiliaires, ça fait que ils ont toujours été présents et que du coup les populations de pucerons ne sont pas développées. Par contre, à côté, comme il n'y avait plus rien, c'était sympa, super pour les pucerons. Ils ont eu tout loisir de se développer et ils ont commencé à se développer de façon très importante. Autre petit exemple sur la capacité de développement des ravageurs. Vous prenez un puceron cendré du chou, ceux qui font les manchons sur colza. Une femelle, ça pèse 0,35 mg. Pas très lourd, hein. Chez les pucerons, vous avez souvent 2 cycles de développement. Un cycle de développement sexué, plutôt en hiver, et un cycle de développement asexué, plutôt printemps, été, voire début d'automne. En 5 mois, à partir d'une femelle de puceron cendré du chou, qui pèse, je vous rappelle, 0,35 mg, on peut avoir 12 générations de pucerons. Ça représente 50, 10 puissance 19 individus. Donc je vous fais grâce du nombre de milliards que ça fait. Ça représente 250 tonnes de pucerons potentiels. Bon, évidemment, ce n'est pas en un seul point donné, puisque s'il n'y a plus assez à manger, ils vont s'envoler, ils vont aller se mettre à un endroit donné, ailleurs. Mais ça veut dire que, vous voyez, la capacité de développement, la capacité de reproduction que peuvent avoir des ravageurs. Donc, s'il n'y a personne pour contrôler ces populations de pucerons, en 5 mois, vous pouvez avoir, à partir d'un puceron, vous pouvez avoir 250 tonnes de pucerons. Donc, pour l'instant, on ne mange pas encore les pucerons, donc on cherche plutôt à les éliminer. Où est-ce qu'on trouve cette biodiversité et quel est l'impact de tous ces milieux semi-naturels, ces micro-habitats qu'on peut avoir autour des parcelles agricoles? Alors, ces micro-habitats, c'est quoi? C'est les lisières, les haies, les bandes enherbées, les bords de champs, les talus, les fossés, les mares, etc. etc. C'est nécessaire pour les insectes pour diverses phases de leur cycle biologique. Et par exemple, c'est vital pour 90% des auxiliaires. 90% des auxiliaires ont absolument besoin de sortir de la parcelle agricole pour pouvoir se reproduire, ou pour pouvoir se nourrir, ou pour pouvoir trouver refuge, etc. Pour les ravageurs, c'est 50%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on élimine tous les éléments semi-naturels qui sont présents dans et autour des parcelles, on favorise qui? On favorise les ravageurs. Et quand on fait des comptages sur ces éléments semi-naturels, on voit qu'on a toujours beaucoup de ce qu'on appelle des arthropodes neutres, ça veut dire qu'ils n'ont aucun rôle direct vis-à-vis de la production agricole. Alors ça peut être des pucerons, ça peut être des coccinelles, mais ils ne vont pas jouer un rôle soit de ravageurs, soit d'auxiliaires dans les cultures. Et puis vous avez pas mal d'auxiliaires, et puis un petit peu de ravageurs. Mais la grande majorité, ce sont des neutres. Donc, certains appellent ces endroits des nids à vermine. En fait, ce n'est pas des nids à vermine. C'est surtout des supports pour la biodiversité auxiliaire. Et donc, c'est ça dont il faut bien être conscient, c'est que
tous les petits espaces qui sont un peu, entre guillemets, abandonnés, toutes ces zones-là sont des zones qui sont potentiellement utiles pour la production agricole. Excusez-moi. Donc, quand on fait ce qu'on appelle de la lutte biologique par conservation et gestion des habitats, on ne cherche pas à éliminer le puceron, ici dans ce cas-là, le ravageur, mais en fait, on va chercher à agir soit sur la plante hôte, soit sur l'auxiliaire. Et donc, si possible, on essaye de combiner les deux approches, défavoriser le ravageur par sa plante hôte ou éliminer le ravageur par les auxiliaires qui sont présents. Alors, je vais accélérer un peu, sinon je n'aurai pas le temps de finir. Donc ici, vous avez un exemple assez intéressant avec la mouche du chou. Ici, vous avez une rangée de choux qui est traitée, et là, vous avez une rangée de choux qui n'est pas traitée. Donc, vous voyez que quand c'est traité, l'insecticide est efficace, hein, ça marche bien, et quand ce n'est pas traité, c'est fortement attaqué par la mouche du chou. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est des choux qui ne sont pas traités, et vous remarquerez qu'ils ne sont pas tout seuls. En fait, on connaît les principaux stimuli qui vont attirer les insectes, les ravageurs, sur la plante hôte. C'est des odeurs, c'est des couleurs, c'est la qualité de la plante hôte. Si on prend la mouche du chou, elle est attirée par l'odeur de chou. Elle va descendre sur le champ de chou, et s'il y a du trèfle ici en mélange avec le chou, quand elle atterrit sur du trèfle, elle repart. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la mouche atterrit sur du chou? La mouche du chou, elle tourne autour du chou et après elle descend pour aller pondre au collet. Quand il y a du sol nu, dans cette expérimentation, on est à 36% d'attaque. Quand on est en mélange avec du trèfle, on n'est plus qu'à 7% d'attaque. Pourquoi? Parce que quand la mouche décolle du chou, elle a une chance sur deux de se tromper et de ne pas réatterrir sur du chou. Donc si elle atterrit sur du trèfle, elle part. Donc au final, on perturbe sa capacité à trouver la plante hôte, et la simple perturbation de sa capacité à trouver la plante hôte, ça fait que elle trouve pas, elle repart parce qu'elle n'a pas trouvé ce qu'il lui fallait. Donc là, c'est qu'est-ce qui se passe avec différents ravageurs du chou? On voit que la réduction des dégâts, elle est variable en fonction du type de ravageur. Donc ça commence à 40% de réduction des dégâts avec la teigne des crucifères. Et on termine à plus de 90% de réduction des dégâts avec la noctuelle du chou. Alors la mouche du chou, elle se trouve par là, donc on est autour de 70-80% de réduction des dégâts. Donc ça veut dire que la simple perturbation de la capacité qu'ont les ravageurs à trouver leur plante hôte, ça peut suffire à régler des problèmes. Ce n'est pas toujours suffisant, mais ça permet de bien limiter les infestations. Donc en fait, on peut agir à 3 niveaux d'organisation du paysage. La parcelle agricole, bien sûr, mais aussi l'exploitation, voire éventuellement la petite région agricole. Ce qu'il faut être bien clair, c'est que le niveau le plus important pour lequel on a le plus de moyens d'action en plus pour limiter la population de ravageurs en favorisant les auxiliaires, c'est la parcelle agricole. Donc ce n'est pas la peine de s'engager dans quelque chose de très compliqué. Il faut déjà commencer par favoriser les auxiliaires au niveau de la parcelle agricole. Donc on va les favoriser en menant des actions, notamment des aménagements au niveau du périmètre. Donc ça va être tout ce qui est bordure de forêt, tout ce qui est haies, avec des haies qui vont abriter des insectes qui vont servir de nourriture, d'hôtes alternatifs, des haies qui vont fournir de la nourriture, du pollen, du nectar diversifié pour maintenir les populations d'auxiliaires. C'est des zones d'hibernation, des zones de reproduction, des sites de repos. Et puis, ça constitue des corridors écologiques qui vont permettre aux insectes, aux auxiliaires, de se déplacer dans le paysage. Bon, ça, on va passer. Si on regarde une haie, alors ça serait la structure idéale d'une haie, c'est d'avoir
une strate herbacée. De toute façon, au bord d'une haie, il pousse jamais grand-chose, donc autant laisser un peu d'herbe qui fasse tampon entre la haie et la culture. Une strate buissonnante, une strate arbustive et une strate arborescente. Vous allez me dire, ça va faire une haie qui va être relativement large. Cette structure-là, vous pouvez l'imaginer sur la longueur de la haie et non pas sur la largeur de la haie. Ça veut dire qu'une haie, c'est pas un mur de béton, quoi. Donc, elle n'a pas besoin d'être à la même hauteur partout. Il peut y avoir des trous, il peut y avoir des tas de cailloux à l'intérieur d'une haie, etc. Une haie, elle a besoin d'être diversifiée, aussi bien en termes de composition qu'en termes de structure. Et ensuite, eh bien, quand on travaille avec quand on veut créer une haie ou quand on veut régénérer une haie, eh bien, il faut essayer de travailler sur la composition de la haie. Et la composition de la haie, ce qui est important, c'est maximiser les périodes de floraison. Alors bon, après, la haie peut être pour une raison de clôture, pour une raison de production de bois, etc. Mais en plus de ça, il faut regarder quelles sont les périodes des floraisons des essences, des espèces qui sont présentes dans la haie et essayer d'avoir une floraison la plus longue possible, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc on va avoir par exemple le noisetier qui va fournir du pollen de façon très précoce, le cornouiller qui est quand même un arbuste qui fleurit de façon abondante et assez tôt, le sureau qui est une plante absolument extraordinaire dans les haies parce que la floraison est très importante, beaucoup de pollen, beaucoup de nectar, mais aussi un puceron noir, très gros, qui fait très peur, qui ne vit que sur le sureau. Donc aucun risque de voir le puceron du sureau aller sur une culture. Donc on peut très bien avoir des sureaux dans une haie, même si on a des légumineuses, parce que ça fait souvent peur. On se dit, ce puceron noir, il ressemble au puceron noir de la fève et il va aller sur les légumineuses. Non, il n'ira jamais, il n'est pas adapté pour. Donc ça va servir, ce puceron par contre sur le sureau, va servir de nourriture lorsqu'il n'y a rien à manger dans les parcelles, pour les larves. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Vraiment réfléchir à quelles sont les plantes qu'on a dans la haie et essayer de maximiser les plantes intéressantes. Alors de temps en temps, on peut avoir des plantes à feuillage persistant parce que ça va servir d'abri en hiver, notamment le lierre. Le lierre, c'est aussi une plante qui est extrêmement intéressante dans les haies. C'est une source de pollen tardif. C'est un abri puisqu'il garde ses feuilles en hiver. Et en plus, il héberge un puceron qui ne vit que sur le lierre. Donc le lierre, il faut le laisser dans les haies. Ensuite, on peut agir aussi au niveau de la gestion, de l'élagage. Il faut préférer toujours un lamier ou une tronçonneuse à l'utilisation d'une épareuse pour entretenir une haie. Et si possible, jamais entretenir les deux côtés la même année ou alors par tronçon pour qu'on ait toujours des âges de branches, entre guillemets, différentes. Voilà quelques exemples de plantes intéressantes. Alors, je passe là-dessus. Ensuite, on a tout ce qui est bande enherbée, bordure de haies, bande enherbée en rupture de parcelle, bande enherbée en bordure de cours d'eau. Tout ça, c'est des endroits où on a aussi pas mal d'auxiliaires. Les bandes florales. Alors, les bandes florales, ça peut être des fleurs en bordure de culture. Ça peut être des bandes spontanées. Ça peut être des bandes semées. Bandes semées, pardon, de plantes cultivées. Bandes semées de bandes de plantes florales, soit des plantes sélectionnées, soit des plantes sauvages. Si on regarde l'intérêt d'avoir des plantes sauvages par rapport à des plantes cultivées, alors que ce soit des bandes sauvages semées ou des bandes spontanées, on voit que si on regarde quels sont les insectes, le nombre d'insectes qu'on a dans une bande horticole, type ce que vous avez vu avec des cosmos, des eschscholzia, etc., on a ici une trentaine d'individus et dans celle-ci, on a plus de 500 individus. Ça, c'est une bande de fleurs indigènes. Et en termes de nombre d'espèces, on a ici une douzaine d'espèces quand on a une trentaine d'espèces dans la bande indigène. Donc, il faut toujours préférer des espèces locales
la flore locale, qui est adaptée à la faune locale, plutôt que de mettre des espèces horticoles. Alors, le moindre mal, ce sont les espèces cultivées de type fourragère, potagère, qui sont en général beaucoup moins sélectionnées que les plantes horticoles, et qui donc offrent quand même beaucoup d'intérêt pour les auxiliaires des cultures. Quel que soit... alors ici, c'est un autre exemple. Ici, vous voyez des fleurs qui sont semées pour protéger du chou contre la noctuelle du chou, parce que ça attire les petits parasitoïdes qui viennent se nourrir, les adultes se nourrissent sur les fleurs, et ensuite les larves vont parasiter les chenilles de la noctuelle. Plein de plantes intéressantes, le bleuet qui offre nectar, pollen et pucerons, les orties qui offrent des pucerons, des psylles, la lys maritime, du nectar, du pollen, moutarde, radis, caméline, nectar, pollen, févrole, vesse, nectar et pollen. La févrole et la vesse ayant un avantage non négligeable, c'est qu'il y a aussi du nectar quand il n'y a pas de fleurs. Il y a ce qu'on appelle des nectaires extrafloraux, donc qui vont être très intéressants même quand il n'y a pas de fleurs. La bourrache, l'aquilée, la carotte, la fenouil, la reine des prés, la mauve, le plantain, etc., etc. Donc on voit que vous avez de très nombreuses plantes qui sont très intéressantes pour les auxiliaires. Vous voyez ici les nectaires extrafloraux de la févrole. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'idéal, c'est toujours d'avoir un mélange de plantes. Que ce soit des bandes enherbées en bordure de cours d'eau, que ce soit des bandes enherbées en bordure de haies, que ce soit des bandes fleuries qu'on va mettre en place, vous avez tout intérêt à avoir une grande variété de plantes présentes. Pas trop de graminées, parce que les graminées, ça offre que du pollen, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Alors après, vous avez, en fonction des mélanges qui sont commercialisés, des mélanges qui sont plus ou moins chers. Alors, les mélanges qui sont très intéressants, c'est les mélanges de type fleurie sauvage, qui sont des mélanges qui sont malheureusement très chers et qui peuvent être un peu problématiques parce que vous avez des plantes qui viennent parfois d'autres pays et donc qui ne sont pas adaptées à la région. Le mieux, c'est les engrais verts. Donc attention à la technique de coupe. Il vaut mieux, quand on entretient ce type de milieu, que ce soit des bandes enherbées, des bandes florales ou des prairies, il faut préférer des coupes avec des couteaux plutôt qu'avec des broyeurs. Parce que si vous broyez, ben évidemment, vous faites du broyat d'insectes par la même occasion. Parfois aussi de petits insectivores. Donc voilà, il vaut mieux éviter. Donc ensuite, vous avez plein de techniques de culture, donc les cultures pièges qui peuvent servir à favoriser les auxiliaires, les cultures intercalées. Donc ici, vous avez de l'avoine, avoine pois, je crois, avoine lentille. Ici, vous avez, c'est aux États-Unis ça, légumineuses, maïs, céréales, tournesol, pois chiche. En maraîchage, c'est très pratiqué, les cultures en bande, carottes, poireaux, fraises, poireaux, ail rose. Tout ça, c'est cette diversité à l'intérieur de la parcelle est très importante. Voilà les prairies fleuries, toujours intéressantes. L'agroforesterie, les arbres dans la parcelle favorisent la biodiversité et favorisent, de fait, il y a toujours un peu d'herbe au pied des arbres, favorisent la présence des auxiliaires. De même que la présence d'adventices dans les cultures. Alors bon, je reconnais, là, il y en a un petit peu trop quand même, hein, mais c'est juste parce que la photo est jolie. Il faut, quand on a des adventices qui ne sont pas problématiques, il faut... Il faut, quand on a des adventices problématiques, faire attention à ne pas les laisser. Mais quand on a des adventices non problématiques, eh bien là, il faut, on peut les laisser. Ce n'est pas la nocivité que ça peut avoir. Donc les semis, les dates de semis vont éventuellement attirer des ravageurs plus tôt. Mais si on attire des ravageurs à l'automne, eh bien, on a des auxiliaires qui vont faire leur cycle aussi à l'automne et qui sont présents au printemps pour nettoyer les pullulations du printemps. Par exemple, en Suisse, on va compter les pucerons à l'automne dans les prairies et on sait que si on a beaucoup de pucerons à l'automne dans les prairies, on aura des auxiliaires qui vont s'en nourrir et du coup, on aura des auxiliaires au printemps pour les pullulations du printemps.
Autre chose très importante, la taille des parcelles. Alors souvent on me demande, c'est quoi la taille idéale de la parcelle? Il n'y a pas de taille idéale de parcelle. Il y a une taille idéale de parcelle, on va dire, pour des commodités pour l'agriculteur. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est surtout de ne pas avoir des parcelles très larges. On pourrait imaginer d'avoir une parcelle qui fait 50 hectares, mais si elle ne fait pas plus de 150 mètres de large et qu'elle est très longue, ben, ce n'est pas grave. Par contre, si vous avez une parcelle de 50 hectares qui est circulaire, ça c'est le summum, pour aller à l'intérieur de la parcelle, c'est très compliqué pour les auxiliaires. Donc l'idéal, ce n'est pas tant la taille, mais la forme de la parcelle qui est importante. Donc une parcelle avec plein de coins, c'est bien pour les auxiliaires. Une parcelle qui est très longue et étroite, c'est bien pour les auxiliaires. Une parcelle qui est carrée ou circulaire, bah, c'est moins intéressant. Bon, si elle fait 1 hectare, ça reste intéressant. Mais à partir du moment où on dépasse les 10-15 hectares, ça commence à devenir problématique. Plantes de couverture, là encore, c'est toujours intéressant, c'est des fleurs. Les cultures associées, diversité dans la parcelle, là encore, c'est intéressant. Hein, et notamment par rapport à tout ce qui est maladie, association variétale ou pas. Le semi-direct sous mulch, le fait de ne pas travailler le sol, le fait d'avoir de la végétation à la surface du sol, là encore, c'est très intéressant, notamment pour tout ce qui vit dans la litière. Et si on regarde l'agriculture biologique, il y a en général plus de biodiversité dans les exploitations en bio que dans les exploitations conventionnelles. Et les auxiliaires sont plus actifs dans les exploitations en bio que dans les exploitations en conventionnelles. Donc là, c'est une analyse de publications qui a été faite par les Suisses et qui montre que globalement, l'agriculture biologique, elle est positive pour à peu près tous les groupes d'auxiliaires, sauf... Alors là, il y a une erreur, c'est pas scarabée, c'est carabe, c'est les auxiliaires qui vivent au niveau du sol. L'agriculture bio, en travaillant beaucoup les sols, va être plutôt néfaste pour un peu les vers de terre, les carabes, et puis certains arthropodes qui vivent dans le sol. Voilà. Donc, conclusion, je termine. Diversifier pour diversifier, ça ne suffit pas. Il faut faire attention à ce qu'on fait. On peut parfois avoir des effets indésirables. Il faut diversifier plutôt avec une flore autochtone. Et puis, quand on fait des aménagements, ça ne marche pas toujours. Ou ça ne marche pas très vite. Et donc, c'est important, quand on rentre dans ces démarches-là, de ne pas être tout seul. De discuter, de comparer les expériences, d'être patient. Alors, quand on fait de l'agriculture, de la lutte biologique par conservation, on apprend 2 choses, l'observation, la patience. Il faut savoir regarder, parce qu'en général, on sait voir les ravageurs, on ne sait pas voir le reste. Et il faut être patient, parce que la nature, elle n'aime pas la précipitation. Donc quand vous implantez une haie, avant que la haie soit mature, elle va prendre 10-15 ans. Enfin, elle ne sera même pas mature à 10-15 ans, mais elle commencera à prendre un peu de volume à 10-15 ans. La biodiversité, c'est pareil. Ça prend parfois 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc il ne faut pas être pressé. Et dernière chose, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas multiplier les aménagements, mais faire des réseaux. Il faut mettre tous les aménagements, tous les milieux semi-naturels en réseau. C'est ce qui va constituer des chemins de colonisation pour les auxiliaires des cultures. Voilà, je suis désolée, j'étais un peu... Il n'y a pas de problème.